Merci de choisir la radio Futur Média pour vous informer. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, tout sauf une solution militaire en Gambie, c'est la position des étudiants de la Casamance à Dakar. Ils ont peur que cela ait un impact négatif sur la partie sud du Sénégal. Ils ont alerté la CEDEAO dans leur message. Dans l'actualité religieuse, c'est le gamou de Medina Baye qui a commencé à drainer du monde à 48 heures de l'événement qui se déroule à Kaolack. Vente de fer et de béton, les tenants de quincaillerie prêts à se conformer à la directive de l'État, le gouvernement a déclaré zéro tolérance contre ceux qui commercialiseraient des matériaux de construction de mauvaise qualité. En politique, Manko Wattu Sénégal ne va plus marcher à Dakar le 21 décembre prochain. Le front de l'opposition va tenir une manifestation à Paris. À suivre l'actualité internationale. Les titres, c'est avec vous, Georges Detchedia. Bonjour. Bonjour Antoine. L'avenir de ATT en question au Mali. Examen aujourd'hui d'une résolution sur la mise en accusation de l'ancien président Amadou Toumani Touré. L'ONU ne ménage plus la Gambie, le chef de l'armée gambienne indésirable au Darfour, où se trouve un contingent de l'armée nationale sous commandement de l'ONU. Élection législative de dimanche prochain en Côte d'Ivoire, les assurances de la commission électorale indépendante. Transparence garantie à suivre dans le journal, le vice-président de la commission électorale indépendante. Les titres sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Nous parlons de beach soccer avec la qualification en demi-finale du Sénégal qui croise demain son homologue de l'Égypte. Une place en finale permettrait au Sénégal de se qualifier directement pour le mondial. Mais tout de même, Ngala Sylla prévient, pour lui ce sera un match difficile face à Pharaon. Et puis pour parler de la Ligue 1, début donc la 7e journée dimanche. Nous y reviendrons en détail dans ce journal Antoine. Reportage Noël Mantouré, la chronique de Mahmoudou Ibrakan. Point de vue, quelle décision attendez-vous de la CEDEAO par rapport à la Gambie? L'organisation sous-régionale se réunit demain à Abuja. Point de vue aux alentours de 12h30 et tout cela dans ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les étudiants de la Casamance qui sont à Dakar, préoccupés par la situation en Gambie, lors d'une conférence de presse ce matin, ils ont alerté. Ils ne veulent pas d'une solution militaire en Gambie, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la Casamance, disent-ils. Leur message a été destiné au chef d'État de la CEDEAO qui se réunissent demain à Abuja. Contre Miguel Maramdiaye. La situation à Gambie inquiète plus d'un. Après la crise armée de plus de 33 ans, les étudiants de la Casamance se sentent menacés avec cette intervention militaire sur les lèvres de certains. Maïmena Diédiou sonne l'alerte. Nous sommes nés d'abord et grandis dans cette crise. Nous avons subi des psychoses, des traumatismes. Parmi nous existent également des orphelins, des gens dont l'avenir a été hypothéqué par cette crise. Ce n'était qu'une crise et c'est une crise tout à fait différente d'une guerre. Une décision sera prise à l'issue du sommet de la CEDEAO, mais ces étudiants se signalent. Ils ne veulent pas d'une solution militaire en Gambie. Nous leur demandons et les encourageons de continuer vraiment à exploiter la voie diplomatique. Parce que c'est par cette unique voie que cette crise peut trouver solution. L'autre appel lancé par ces étudiants de la Casamance va à l'endroit des acteurs gambiens, à qui ils demandent d'écouter le peuple. Maïmena Diédiou, la mine triste. Interpellons à cette occasion l'ensemble des parties prenantes d'accepter au dialogue pour conduire ensemble leur peuple vers un lendemain meilleur. Nous souhaitons à ce titre inviter l'ensemble de ceux qui aujourd'hui se réclament amoureux et porteurs de voix et ceux-là qui sont censés bâtir cette union de porter la voix de leur peuple avec conscience et sagesse. Ces étudiants avertissent un sentiment de méfiance entre ethnies pollue l'atmosphère dans ce pays frontalier avec le Sénégal. Et la situation risque de prendre des proportions inquiétantes si rien n'est fait le plus vite possible. Direction Medina Baye, c'est à Kaolack. Daouda Diouf, bonjour. Dans cette cité religieuse, l'on prépare activement le gamou et les fidèles commencent à arriver en masse. Ils viennent des pays de la sous-région, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Et vu la dimension internationale du gamou, l'idée de créer une foire à l'occasion a été émise. C'est pour en faire aussi un rendez-vous d'affaires au-delà de l'aspect religieux, Daouda.
Effectivement, Antoine Diouf, nous sommes donc ici à Medina Baye. Vous savez donc c'est vendredi. C'est aussi la prière et comme aussi les talibans respectent beaucoup la prière. Il faut dire qu'après avoir célébré dimanche dernier le Maouloud aux naissances du prophète Mohammed paix et salut sur lui, Medina Baye compte aussi célébrer comme chaque année le 8e jour de la naissance du prophète Mohammed. Déjà, les talibés originaires des États-Unis, vous l'avez dit, de la Gambie, de la Mauritanie, du Nigeria, du Ghana, du Mali, pour ne citer que ces pays-là, ils séjournent depuis plus d'une semaine. Et vu que donc Medina Baye donc a une dimension internationale, la famille de Maulana Cheikh al-Islam et Hadji Ibrahima Niasse, je pense que pour un développement intégral et intégré de la sous-région, il faut que les autorités sénégalaises aussi, comme les autorités locales, pensent en tout cas pour un projet de foire sous-régionale. En tout cas, ce que nous a dit Cheikh Abdou Baye Dem, il est le petit-fils de Baye Niasse, il voit qu'aujourd'hui, vu donc les relations internationales, les relations commerciales qu'entretiennent Medina Baye et les autres pays, il faut dire qu'à ce Gamo, on y voit des ambassadeurs, des ministres donc, qui représentent leur pays. Ils pensent que l'heure aujourd'hui est nécessaire pour qu'on pense organiser, peut-être que même aujourd'hui, à la veille du 8e jour, organiser donc une foire internationale. Déjà, même si ce n'est pas encore fait de manière informelle, on voit les commerçants originaires de la Mauritanie, du Ghana, de la Gambie et écouler leurs marchandises. Donc c'est pourquoi Medina Baye pense qu'aujourd'hui, il faut donc une foire internationale, pour ne pas dire une foire sous-régionale, pour permettre donc d'améliorer les relations entre les Sénégalais et donc tous les talibés baïniens qui se trouvent un peu partout dans la diaspora. Antoine Diouf. Daouda Diouf, merci. Nous reviendrons sur tout cela dans l'édition de 13h avec Sornan Gonengom. Il est 12h07. Vous nous suivez à Kaolack et partout au Sénégal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. C'est hier que le gouvernement a fait savoir que désormais il n'y aura plus de tolérance pour ceux qui vendent du fer et du béton de mauvaise qualité qui causent d'énormes dégâts, vous le savez, avec l'effondrement de bâtiments. Alors, dans les quincailleries où nous sommes rendus, l'on se dit prêt à respecter la volonté de l'État. Un reportage d'Awambaya. Devant cette quincaillerie à Yoff, un charretier est en train de charger du fer à béton. La facture réglée, le matériel livré, le gérant Elhadji Malick Ndao partage son avis sur la loi régissant les caractéristiques du fer à béton. Il n'a plus de stock résiduel et il se dit prêt pour l'application de cette loi. Derrière le comptoir de sa quincaillerie bien remplie de matériaux de construction, Cissé donne des détails sur les nouvelles caractéristiques du fer à béton. Et il compte écouler son ancien stock et se conformer aux nouvelles normes. Thierno Ndiaye est un client exigeant. Il préfère acheter un matériel cher et avec une très bonne qualité. Le Sénégal veut mettre un terme à l'effondrement de bâtiments qui provoque souvent beaucoup de victimes et exige désormais une qualité des matériaux de construction sous peine. Awambay, merci et toutes nos excuses pour ce Wolof dans ce midi. 12h09. L'actualité politique Manko Wattu Sénégal ne va plus marcher à Dakar. Le 21 décembre prochain, le front de l'opposition va tenir cependant une manifestation à Paris. Les leaders vont aussi s'enquérir de l'état d'avancement des inscriptions à travers une tournée à Thiès et à Saint-Louis. Elhadji Ndiogou Diène. L'information est presque passée inaperçue dans le dernier communiqué de la conférence des leaders de Manko Wattu Sénégal. À la place de la grande marche initialement prévue mercredi prochain, 21 novembre à Dakar, l'opposition va plutôt organiser une manifestation à Paris sur l'initiative de la section de France. Une forte délégation va représenter les leaders de Manko Wattu Sénégal. Dans le même temps, les leaders vont se rendre à Thiès et à Saint-Louis pour s'enquérir des inscriptions sur les listes électorales, mais aussi exhorter les citoyens à aller s'inscrire massivement.
Cette décision de Manko Wattu Sénégal peut être perçue comme une reculade si on se souvient que la marche du 14 octobre dernier avait été violemment réprimée par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes et de matraques. L'itinéraire de la manifestation était la pomme de discorde entre l'opposition et le préfet de Dakar qui avait pourtant autorisé cette manifestation. Les responsables de Manko Wattu Sénégal parlent des stratégies de lutte et entendent continuer à mettre la pression sur le pouvoir. RFM, la radio de toute l'actualité. Le cadre national des interprofessionnels du mil, sorgho et maïs tire un bilan positif de la campagne agricole. Malgré le déficit pluviométrique, l'organisation paysanne a déclaré que la production de cette année est bonne grâce au phosphate de Matam que les paysans ont utilisé, mais aussi grâce aux nouvelles techniques culturelles. Des centaines de tonnes de mil, maïs et sorgho seront commercialisées. Le coordonnateur du cadre national des interprofessionnels, Ibrahim Kane, explique tout cela au micro de notre correspondant à Kaolack, Ibrahim Diamé. Pour la production de cette année, malgré qu'il y a une baisse de la pluviométrie, mais nous appliquons les bonnes pratiques agricoles et que le phosphate qu'on a mis en place contribue sur cet aspect-là au changement climatique, surtout en maintenant les facteurs de production du mil, sorgho et maïs. Ce qui nous a permis d'atteindre des résultats assez importants. Au niveau de Diourbel, on est allé à 1,5 tonne à l'hectare pour le mil, de même que Fatick qui a battu même le record. Mais au niveau de Kaffrine et de Kaolack, c'est là où on a des taux de rendement qui ne sont pas tellement élevés, assez bas. Donc c'est dû à la pluviométrie. N'empêche, cette année-ci, on envisage de commercialiser le mil, le maïs et le sorgho. Et qui dit commercialisation dit qu'on a déjà réussi la sécurité alimentaire. Donc sur ces chiffres, on peut noter 13 800 tonnes qui est destiné à la commercialisation pour le mil. Et pour le maïs, il y a 524 tonnes qu'on doit commercialiser cette année-ci. Et pour le sorgho, il y a 110 tonnes qui seront commercialisées. La Caritas Sénégal veut mettre un terme à l'exode rural chez les femmes dans les localités de Bambey, Patar et Ndiagana. Un projet de retour et de maintien des femmes dans leur terroir est initié par l'ONG catholique Angoy dans le département de Bambey. Une rencontre de sensibilisation a eu lieu pour sensibiliser, permettez la répétition, sensibiliser donc les concernés. Babacar Diouf. Ngoy dans le département de Bambey, Patar et Ndiagana, localité réputée pourvoyeuse de femmes ménagères à la capitale sénégalaise. Caritas veut mettre un terme à ce phénomène à travers son programme Retour et Maintien. Véronique Ndiom. Au niveau de ce programme, les résultats qu'on a obtenus sont, premièrement, on a pu organiser les femmes en groupement et en groupement fonctionnel qui se regroupent régulièrement, des groupements qui font des activités régulières et qui permettent aux femmes de développer de bonnes activités génératrices de revenus afin d'aider leurs familles. Avoir jusqu'à 28 millions de francs CFA d'épargne qui appartiennent aux femmes elles-mêmes et ces fonds leur permettent de développer leurs propres activités et de ne plus dépendre du projet pour un quelconque financement. La commune s'est engagée à accompagner le projet pour mieux fixer sa population féminine. Pierre Sen, adjoint au maire de Ngoy. La Caritas les avait prêté de l'argent, mais actuellement les femmes ont 28 677 000 qui ont un fonds propre venu de l'épargne. Et elles sont au village. Des fois, il y a des femmes qui vont à Dakar, mais pas pour longtemps. Elles vont là-bas elles achètent ici des produits pour aller vendre ça au niveau de Dakar. Comme à Ngoy, bien des femmes s'occupent désormais de l'éducation de leurs enfants dans les villages de Patar et de Ndiagana. Bambey, RFM, Babacar Diouf. À Foundiougne, des ouvrages hydrauliques ont été réceptionnés. C'est pour permettre aux populations d'une dizaine d'îles d'avoir de l'eau potable. C'était un gros problème dans ces zones insulaires. Le projet a été financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique était à Bassoul pour réceptionner les différents ouvrages. Correspondance Aminata Goudiaby. Les habitants de Bassoul, d'Irna, Niadjour et de bien d'autres îles du Saloum vont désormais accéder à une eau potable et de qualité. Des ouvrages hydrauliques ont été réalisés dans plus d'une dizaine de localités de ces îles du Saloum et Bassoul dispose enfin d'un château d'eau de 500 mètres cubes. C'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour Faye qui a procédé à la réception de ces ouvrages. L'eau qui est distribuée à partir de ces ouvrages, à partir de ce château d'eau, nous vient du plateau de Tasset, c'est-à-dire à partir de la région de Thiès.
sénégalaise. C'est de l'eau potable d'une très bonne qualité. Fini ainsi la consommation d'une eau salée dans ces zones du département de Foundiougne et les corvées d'eau qui étaient devenues insupportables pour les femmes vont être un mauvais souvenir. On ne parle plus de corvée d'eau dans cette zone. Nous ne parlons plus de pénibilité puisque l'eau est là en qualité et en quantité. Ouvrage constituant le prolongement du système Noto Ndiosmone Palmarin. La construction de ces ouvrages du réseau d'adduction d'eau potable des îles du Saloum a coûté près de 5 milliards de francs CFA et le gouvernement du Sénégal, d'après le ministre Mansour Faye, s'est fixé comme objectif un taux de 100% d'accès à l'eau potable d'ici à 2020. C'est un projet d'un budget global d'environ 4 milliards 600 millions de francs CFA. Et le président nous a assigné comme objectif d'atteindre l'universalité en termes d'accès à l'eau potable. Nous en sommes aux alentours de 92% en termes de taux d'accès. Pensons atteindre les 100% d'ici à 4 ans. Et toujours dans le domaine de l'hydraulique, un programme sera exécuté dans la deuxième phase du programme d'urgence de développement communautaire. Un programme qui va permettre à plus de 600 000 personnes d'accéder à l'eau potable avec la réalisation de 250 ouvrages hydrauliques composés de systèmes multi-villages. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Nous poursuivons notre série de reportages Noël. Aujourd'hui encore, nous nous intéressons au marché des jouets. Les jouets, beaucoup de parents ne se préoccupent pas de certains critères quand ils en achètent pour leurs enfants. Aucune rigueur dans le choix. Mantouré reportage. Une boutique de cadeaux en ville à la rue Ponty, on dirait une caverne d'Ali Baba. La musique, les couleurs, la lumière, un endroit féerique pour enfants. Pour parents aussi, qui veut acheter un cadeau à son bébé. Ma nièce. Elle a quel âge? Elle aura 3 ans dimanche. J'avais pensé plutôt à ces genres de coffrets pour médecins et tout. Vous savez, les jeunes filles maintenant, les petites filles, elles aiment trop se maquiller. En réalité, sommes-nous capables d'acheter des cadeaux à nos bouts de choux âgés de 0 à 3 ans? Du tout, oui. Ça, vous pensez à tout ça? C'est vrai. Au fait, il y a des risques de mettre ça dans le nez, dans les oreilles et tout. Donc là, vous m'avez vraiment éclairci les idées et je ferai plus attention à ça. J'avais vraiment pas pensé à ça. Et la douceur du produit, parce que c'est une fille peut-être? Oui, il y a tout ça. Vous avez raison. J'avais pas tous ces caractéristiques-là en tête. Parce qu'en réalité, il y a des critères. Pas trop lourd par rapport à son poids, pas trop petit, sinon il peut l'avaler, le mettre dans son nez ou dans ses oreilles. Pas pointu non plus, rugueux, c'est à éviter, plutôt doux, on n'y pense même pas. Et pour les allergies, les parents en prennent-ils compte? Elle est asthmatique déjà, donc non, je dirais non. Donc point barre dessus. Lui, c'est un commercial. Une aide aux parents, s'il vous plaît? Ça, c'est pas méchant. C'est pas lourd, c'est léger. Et puis, il n'y a pas quelque chose qui blesse là-dedans. C'est une voiture avec beaucoup de pièces, une camionnette. Il n'a pas danger à ce qu'il puisse avaler quelque chose là. Des cadeaux aux enfants pour leur faire plaisir et non pour les nuire. Car Père Noël, aux enfants, il leur donne en rêve un peu de son paradis. RFM. L'actualité internationale. Les échos de l'audience que Yaya Jammeh a accordée à des autorités religieuses hier. On en reparle, Georges Détiédion. Oui, Antoine, selon notre correspondant sur place à Banjul, donc, elle lui aurait conseillé de quitter le pouvoir pour préserver la stabilité du pays. De son côté, Yaya Jammeh leur aurait demandé de contribuer à l'effort de paix. Mais le président sortant n'a donné aucune garantie de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. On évoque une déclaration de Yaya Jammeh aujourd'hui. À suivre donc. Les conséquences d'abord de la crise, Antoine, la crise post-électorale en Gambie. Le chef de l'armée gambienne indésirable au Soudan, la visite de Ousmane Badji au Darfour est annulée. Il n'ira plus donc au Darfour où se trouve un contingent de l'armée gambienne sous commandement de l'ONU. Ousmane Badji a fait allégeance à Yaya Jammeh. L'annulation de la visite du chef de l'armée gambienne intervient après le déploiement des militaires autour du siège de la commission électorale. Beaucoup y voient une forme de pression sur les militaires et le régime sortant gambien. Maintenant, on peut parler du Mali avec le sort de Amadou Toumani Touré qui est entre les mains des députés. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une résolution après une saisine du gouvernement malien, une résolution sur la mise en accusation de l'ancien président Atieté Sodatiam.
Fin 2013, le gouvernement a annoncé son intention de poursuivre l'ancien président pour haute trahison en rapport avec sa gestion de la crise dans le nord du pays. Amadou Toumani Touré a été chassé du pouvoir par un coup d'État en 2012. Mais Amadou Toumani Touré pourrait être blanchi au regard des conclusions du rapport de la commission ad hoc. Selon cette commission, il n'y a pas matière à poursuivre l'ancien président. Le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta avait critiqué Amadou Toumani Touré pour avoir participé à une entreprise de démoralisation de l'armée, caractérisée par les nominations de complaisance d'officiers et de soldats incompétents au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants, entraînant une frustration qui nuit à la défense nationale. Amadou Aya Sanogo, le chef de la junte qui avait renversé Amadou Toumani Touré, avait invoqué la faiblesse de l'ex-président devant l'insurrection Touareg dans le septentrion du pays pour justifier leur coup d'État qui a lui-même précipité le contrôle du Nord par des extrémistes islamistes armés. Par ailleurs, Amadou Aya Sanogo est poursuivi pour implication dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats en 2012. Son procès, renvoyé en 2017, s'est ouvert le 30 novembre dernier à Sikasso au Mali. Côte d'Ivoire, élection législative de dimanche prochain. La commission électorale indépendante donne des assurances. La campagne électorale prend fin aujourd'hui et à 48 heures du scrutin. La CI promet des élections régulières et transparentes. Toutes les dispositions sont prises selon le vice-président de la commission électorale indépendante, Sourou Koné, joint à Abidjan. À la date d'aujourd'hui, tout est fin prêt. Le matériel et les documents électoraux ont été convoyés à l'intérieur du pays. Tout ce travail va être complètement bouclé ce soir et on pourra donc tous les commissaires superviseurs sont actuellement dans leur zone pour faire la formation des membres du bureau de vote aussi le mode opératoire que nous avons adopté et également sur la tablette biométrique. Quelle garantie pour une élection transparente? Écoutez, je peux les rassurer que toutes les dispositions ont été prises par la commission électorale indépendante pour que le scrutin se passe dans la transparence, dans la paix et dans la sécurité. Le scrutin sera sécurisé par les forces de défense et de sécurité qui ont été déjà déployées sur l'ensemble du territoire. Et nous pouvons dire aux électeurs qu'ils peuvent venir tranquillement voter dans les bureaux de vote. Et nous pouvons dire aux candidats que le scrutin sera transparent parce qu'eux-mêmes ils sont représentés dans tous les bureaux de vote. Leurs représentants assistent au vote et au dépouillement. Ils repartent du bureau de vote avec un exemplaire du procès verbal qui aura été rempli et signé par lui-même. Donc, nous rassurons tout le monde que c'est un scrutin qui va être transparent comme nous avons l'habitude d'ailleurs de le faire. Quelques 6,2 millions d'Ivoiriens, Antoine, sont appelés aux urnes. Les premières élections de la Troisième République, donc après l'adoption de la nouvelle constitution. En tout, 1300 personnes se présentent à ce scrutin. 250 sièges sont en jeu. En Centrafrique, après la publication d'un rapport qui fait état d'une augmentation alarmante du nombre de violations des droits de l'homme, l'ONU interpelle les autorités centrafricaines. L'Organisation des Nations Unies préconise des sanctions, traduire donc les coupables devant la justice. Les explications du directeur adjoint de la division des droits de l'homme de la MINUSCA, Roosevelt Pierre-Louis. La première chose que le rapport du gouvernement, c'est de prioriser la lutte contre l'impunité pour les violations qui ont été documentées dans ce rapport, et aussi les violations qui ont été présentées dans des rapports antérieurs, afin qu'on puisse identifier et traduire devant la justice les coupables. Parce qu'il faut dire, le plus grand défi du gouvernement ici maintenant, le plus grand défi, c'est que les institutions, État, ces institutions judiciaires, je vais parler de la police et de la justice, sont faibles et elles ne sont pas présentes dans tous les endroits, dans toutes les juridictions du pays. Et là où elles sont, des fois, vous avez un procureur, juste un exemple, des fois, vous n'avez pas de magistrats de siège. Ou bien vous avez des magistrats de siège ou vous n'avez pas de procureur. Je pense que ça, ce sont des défis. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir rétablir l'autorité de l'État et déployer le personnel de l'État, particulièrement la justice et la police dans des endroits, alors elles ne le sont pas, et aussi de pouvoir enquêter sur ces violations. Parce que nous, ce qu'on veut, pour les victimes, pour les droits des victimes, c'est que ces cas-là puissent être amenés devant la justice pour que le tribunal puisse décider. Pierre-Louis Roosevelt, et c'est lui qui siffle la fin de la page inter. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous. La page des sports avec le beach soccer. Le Sénégal est à un pas d'une qualification au mondial. Ah oui, après avoir acquis de haute facture son ticket pour les demi-finales de la CAN de foot de plage, les Lions s'attaquent demain à l'Égypte. Une place en finale qualifierait directement, vous l'avez dit, le Sénégal au mondial de la discipline. Cependant, Galasila et compagnie s'attendent à une confrontation difficile. Nous écoutons l'entraîneur du Sénégal que nous avons joint ce matin au téléphone plutôt. Tant que vous êtes là, on parle d'eux parce que quand on dit le beach soccer a fait 3 fois champion d'Afrique, c'est parce que ces gens-là, ils avaient fait le marque avec tout le respect qu'on a sur eux, donc y compris moi-même. Donc il faut que vous-même, vous venez, vous marquerez votre empreinte. Même si du groupe, il y a certains qui ont pris 1 fois la Coupe d'Afrique, d'autres l'ont pris 2 fois, seul Alcénie l'a pris 3 fois. Donc le reste, il faut que vous-même vous montrez que vous devez prendre aussi la Coupe d'Afrique, et c'est possible. Donc c'est ça un discours qu'on va les tenir, et maintenant respecter l'Égypte, parce que c'est une équipe très tactique, très technique. Bon, sur le plan physique, nous on sait que sérieusement, les équipes qu'on avait ici, sur le plan physique, on est au-dessus de tout le monde. Maintenant, le reste, c'est sur le plan tactique. Sur le plan tactique, si on respecte très bien nos équipes, si on respecte notre schéma tactique, donc vraiment, on peut faire du mal. Le Sénégal, pour rappeler, 3 fois champion d'Afrique, donc, qui croise l'Égypte demain samedi à 17h45. Mais avant, le pays hôte, le Nigeria, croise le Maroc dans l'autre demi-finale. Notez que le champion en titre, Madagascar, est éliminé de la compétition, Antoine. La Ligue 1 avec le championnat de football, ce week-end, on joue la 7e journée. Dimanche, précisément, au stade Demba Diop, 2 rencontres, ils sont prévus. Nyaritali, le leader qui accueille l'Union sportive de Wakam. Le champion en titre, l'Union sportive de Gorée, accueille le Casasport de Ziguinchor à la même heure à Denis Biramda cette fois-ci. Génération Foot offre son hospitalité à Tenguech FC au stade Alborindia et de Louga. C'est le Niamou Malampoint qui fait face au Diambar de Salé au stade Amadou Barry. GFC, Guédiawaye Football Club, fait face à la Linguère de Saint-Louis qui a fini de signer sa première victoire à l'issue donc la 6e journée. Et puis lundi, pour la clôture de cette 7e journée de la Ligue 1 au stade Demba Diop de Dakar, les Gablous, l'AS Douanes donc, accueillent le Giraffe de Dakar, Antoine. Quelques rencontres en Europe cette fois-ci. Nous parlons d'abord de la Ligue 1 française. Ce soir à 19h45, Angers accueille Nantes avec son nouvel entraîneur Conceição. Monaco, qui est en course pour la place de leader, fait face à l'équipe de Lyon. Mais ce choc est prévu dimanche en Allemagne. Dortmund, 6e au classement, se mesure cet après-midi à l'équipe de Hoffenheim. En Espagne, ce soir, Alaves fait face à l'équipe de Betis Séville. Notez que le Real Madrid joue sa finale contre une équipe sud-américaine. Ce sera donc à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde des clubs qui se poursuit. Voici donc l'essentiel des sports, Antoine Diouf. Voilà l'essentiel des sports. Merci, cher Tidiane Diagne. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelle décision attendez-vous de la CEDEAO par rapport à la Gambie? L'organisation sous-régionale qui se réunit demain à Abuja au Nigeria. Point de vue, ce sera dans quelques minutes. RFM, la chronique du jour. La Gambie est au cœur de la chronique du jour avec la volte-face de Yahya Jammeh. Mahmoud Ibrakan. Sauf à être un sorcier, personne ne pouvait prédire les félicitations de Yahya Jammeh reconnaissant sa défaite au vainqueur de la présidentielle gambienne du 1er décembre. Sauf à être un devin, personne ne pouvait prévoir non plus son revirement à 360 degrés contestant la victoire d'Adama Barrow que lui-même avait pourtant reconnu comme président élu de la République de Gambie. C'était donc un canular, un poisson d'avril anticipé à la Jammeh quoi. Le poisson ça pourrit par la tête, non? La démocratie telle que nous la connaissons et la pratiquons a ses codes. Et le natif de Kanilaï les ignore royalement. Que dis-je? Il a ses propres codes. Il n'en fait qu'à sa tête, qu'à sa perte. L'histoire ne retiendra pas finalement son coup d'État de juillet 1994. Dans un continent africain où la prise de pouvoir par les armes était loin d'être une exception, il n'a pas à en rougir. De Mr. Jammeh, l'histoire va retenir le record des records de Wahwachet. Des Wahwachet, on en a connu de très célèbres au Sénégal, mais en matière de non-respect de la parole donnée du côté du voisin gambien, on a atteint le summum.
Yaya Jammeh ne bat pas le record de longévité au pouvoir, 22 ans seulement, me direz-vous, mais il se révèle être un génie dans l'art de gagner du temps. Ses félicitations feintes au président élu Barrow, sa volte-face mémorable, son refus diplomatiquement incorrect d'autoriser l'atterrissage de l'avion de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, refus suivi de son acceptation forcée de recevoir la délégation de chefs d'État de l'organisation communautaire, son recours ridicule devant une Cour suprême fantôme, tous ces actes et paroles ne sont que pour gagner du temps. Sauf à être naïf, personne ne croit que Yaya Jammeh soit dans les dispositions de quitter le pouvoir par la voie démocratique et pacifique. Même le sermon d'un imam et l'homélie d'un évêque n'y feront rien. C'est comme ça. Il y a de ces gens qui n'ont pas de chance, celle de savoir partir à temps. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO prévu demain à Abuja au Nigeria commettrait une grande erreur s'il se contentait de la seule approche diplomatique avec un autocrate, un dictateur qui, depuis près d'un quart de siècle, ne parle et ne comprend qu'un seul langage dont il use et abuse jusqu'à nous désabuser. C'est le langage de la force. Du langage démocratique, encore moins diplomatique, un homme de pouvoir de cette espèce n'a cure. La communauté internationale doit arrêter de perdre son temps avec un président plongé dans ses rêves de guérisseur du sida et de toutes sortes de maladies. Comment peut-on discuter avec un tel monsieur, a fortiori le raisonner? Le contraindre à aller exercer le métier de guérisseur qu'il s'est librement choisi dans son Kanilaï natal serait justement une œuvre de salubrité politique pour un peuple de Gambie qui aspire à la liberté et à la démocratie et qui a le droit de rêver de lendemains meilleurs comme tous les autres peuples. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Dossier Petrotim, plainte croisée. Watou Timis, la guerre des plaintes titre à une l'Observateur. Le Front pour la défense du Sénégal, Manko Watou Sénégal, annonce des poursuites judiciaires contre Franck Timis et son associé Aliou Sall. Le pool d'avocats de l'opposition entend saisir les institutions financières de New York. Il y a une loi américaine qui effectivement permet des investigations pour tout savoir sur ces sociétés offshore qui avertit Maître Siré Clédorli, un des avocats de Manko Watou Sénégal. En réponse, Maître El Hadj Diouf demande à l'opposition de se préparer puisque les auditions vont bientôt démarrer. La sûreté urbaine va cuisiner les opposants, soupir Vox Populi. Franck Timis et Aliou Sall seront les premiers à passer à table avant le grand défilé d'Abdoul Maï, Ousmane Sonko et autres. Les avocats ouvrent les hostilités, titre Le Témoin. Le différend réglé entre New York et Dakar, souligne l'Observateur. Manko fort jusqu'à New York, entonne de son côté Le Quotidien. L'opposition traîne Franck Timis en justice, décrète partiellement Walfadri. La saisine de l'OFNAC envisagée, le confrère se refuse toutefois de se faire écho en une de la réplique de l'avocat de Franck Timis, le principal mis en cause. Quoi qu'il en soit, relève Alham de Vox Populi, le menu du commissaire en chef de la sûreté urbaine a du pain sur la planche. La série d'accidents sur la route, dossier ce matin du journal Enquête, l'indiscipline et le manque de formation des chauffeurs pointés du doigt. Ce sont les racines du mal, relèvant une le journal. Point de vue de Falilou Samb, un syndicaliste. Quand le secteur des conducteurs n'est régi par aucune réglementation, ça pose problème. WhatsApp, gros problème qui viole la vie privée lorsqu'il est utilisé à mauvais escient. La tribune de ce matin souligne ce que risquent les diffuseurs de photos et autres vidéos X. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison, avertit Maître El Hadj Ahmed Kiam. La visite du président Sall en France, visite prévue du 18 au 23 décembre prochain. C'est déjà l'effervescence en France pour cette visite d'État. L'Observateur note que pour cette réception, la paire, le parti du président, a visé le Paris d'honneur. Un hôtel loué, plus de 230 000 francs CFA par jour et par personne
pour la délégation du président de la République. La Gambie, sa manœuvre de tous côtés. Barrow reçoit des ambassadeurs tandis que Jammeh manœuvre chez les religieux. Vox Populi rapporte que les ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne sont allés rencontrer le président élu, tout comme celui de Cuba et le délégué de l'Union européenne. Une façon, selon le confrère, de montrer par où se trouve la légalité et en qui réside le futur de la coopération entre la communauté internationale et la Gambie. Peu avant, relève Vox Populi, le président Barrow avait déclaré à la BBC qu'il se proclamera président le 18 janvier si Yahya Jammeh venait à ne pas démissionner. Pour sa part, Jammeh manœuvre auprès des chefs religieux et coutumiers qu'il a reçus hier au State House. Il n'a pas manqué de leur demander de prier pour la stabilité du pays. Cependant, aucune perspective sur son éventuel départ de la présidence. L'ONU continue de lui mettre la pression pour qu'il parte. A contrario, Maître Diouf, lui, n'est pas loin de caresser les dictateurs dans le sens du poil. Selon la robe noire, Yahya Jammeh a le droit de contester les résultats et de saisir la Cour suprême. Maître El Hadji Diouf n'a pas raté la CEDEAO qu'il qualifie de fumiste. Pour enquête, Maître El Hadji Diouf se fait l'avocat de Yahya Jammeh. Maître Diouf, à la rescousse de Jammeh, trouve Rewmi Quotidien. Mais attention, les défections se multiplient au sein de l'armée gambienne. Au moins 3 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie gambienne, dont un récemment promu général, ont fait allégeance au président Adama Barrow avant de prendre la clé des casernes pour se réfugier au Sénégal. Ils se sont présentés à la division des investigations criminelles, rapporte le Témoin. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous avons en ligne Maître Amadou Ali Kane. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Alors, on parle de la décision de la CEDEAO par rapport à la Gambie, l'organisation sous-régionale donc, qui se réunit demain à Abuja au Nigeria. Quel type de décision vous attendez des chefs d'État de la CEDEAO demain? Je m'attends à 3 types de décisions de la part de la CEDEAO. Lesquelles? Décision politique consistant à reconnaître M. Adama Barrow comme étant le président élu de la Gambie. Ce qui a été déjà fait, non? Oui. Ensuite aussi d'encourager M. Yahya Jammeh pour avoir reconnu sa défaite et de lui demander d'organiser une transition pacifique et ordonnée du pouvoir. Je m'attends également à ce que la CEDEAO rappelle les militaires, les forces de sécurité gambiennes à leurs obligations républicaines, c'est-à-dire de se soumettre au pouvoir civil élu et d'assurer la sécurité de M. Barrow et de leur faire comprendre que selon la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le refus de reconnaître Oui, le réseau est en train de nous quitter, hein, Maître Amadou Ali Kane. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça s'est amélioré. Vous pouvez continuer. Voilà, j'étais en train d'expliquer donc il faut reconnaître d'abord Adama Barrow comme président élu et en même temps encourager M. Jammeh pour avoir reconnu sa défaite et lui demander d'organiser une transition pacifique et ordonnée du pouvoir. En Gambie, le moment venu. Jusque-là, on vous a bien entendu. Oui, pour le reste. Et demander aux forces de sécurité gambiennes de respecter les obligations républicaines en soumettant au pouvoir civil élu. Alors, il n'y a pas grande amélioration par rapport au réseau. Mais vous dites encourager Yahya Jammeh. Encourager quelqu'un qui a fait une grave volte-face comme celle qu'il a faite, oui, c'est pas quelque part... C'est-à-dire que pour la CEDEAO, M. Adama Barrow est le président élu. Elle s'en tient à la première déclaration de M. Jammeh qui avait reconnu sa défaite et accepté la victoire de M. Barrow. C'est de ce point de vue qu'il mérite des encouragements. Mais là, il y a une nouvelle situation. Il s'accroche au pouvoir. Non, j'arrive. J'étais en train de développer les mesures. J'ai vu 3 types de mesures. Vous avez d'abord les mesures politiques, les mesures juridiques et finalement une mesure militaire qui est optionnelle. J'étais en train de développer sur les mesures politiques que la CEDEAO, à mon avis, devrait prendre.
J'ai expliqué donc la première. Je suis en train de venir à la deuxième concernant les forces de sécurité. Oui. De rappeler qu'elles sont tenues de soumettre au corps civil élu. Et qu'à partir du 19, le refus de se soumettre à M. Barrot constitue une atteinte à la sécurité de l'État. Constitue donc une forme de coup d'État. Oui. Et qu'elles seront passibles de poursuite. Maintenant, il faut prendre aussi des mesures juridiques. Je pense que la CEDEAO va encourager le nouveau pouvoir à adopter conjointement avec le pouvoir sortant un statut de l'ancien chef d'État en Gambie qui sera applicable à la fois à M. Diawara, mais également à M. Yaya Jammeh. Malgré tout ce qu'on lui reproche. Et dans le cadre de ce statut également, prévoir également une forme de justice qui sera transitionnelle. C'est-à-dire que les victimes, les nombreuses victimes de son régime, auront droit à la justice, auront droit à la vérité, auront droit à la réparation, et auront droit également à la non-répétition des événements. Et cela à travers l'organisation d'une commission vérité et réconciliation qui pourrait être une commission hybride, une commission Gambie-CEDEAO. Et enfin, la conférence peut décider, mais de manière optionnelle, c'est-à-dire dans l'hypothèse où Jammeh refuserait de se plier à la volonté populaire, de respecter les verdicts des urnes, de transférer le pouvoir, le moment venu, à M. Barrot, donc de lever une force militaire. Parce que je dois rappeler... Force militaire de la CEDEAO. C'est ça, de la CEDEAO. Parce que je dois rappeler que la CEDEAO a été créée en 1975. Et c'était à l'origine une organisation d'intégration économique. Et c'est à partir de 1990 qu'elle a ajouté le maintien de la paix, notamment sur la proposition de l'ancien président nigérien, Ibrahim Babangida, qui avait proposé les Comores au Libéria en 1990 et qui avait levé 20 000 hommes. Donc la CEDEAO aujourd'hui a mesure de lever autant d'hommes pour aller à l'assaut de Yaya Jammeh s'il persistait dans sa volonté de se maintenir au pouvoir contre le verdict des juges. Très bien. Merci. Maître Amadou Alikan de la RADDHO. On parle de la décision ou des décisions que vous attendez de la CEDEAO qui se réunit demain à Abuja au Nigeria. Vous avez la parole. Ibrahim Sen du PIT est en ligne. Bonjour Ibrahim. Alors bonjour, je vous entends mal. Hein? Oui, on vous entend parfaitement bien. Alors, mais moi je vous entends mal. Très bien, on va corriger tout cela. Oui. Mais en attendant, on va essayer. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO par rapport à la Gambie? Oh, j'attends des choses merveilleuses. Comment? Comme un Père Noël qui arrive. Avec ses cadeaux. Encore une fois, de cette réunion dépendra l'avenir de la sous-région. Je ne parle même pas de la Gambie, mais de la sous-région. Comment ça? Expliquez-nous. Alors, voilà. La CEDEAO a envoyé une délégation pour tâter le terrain. La délégation a rencontré Jammeh, la délégation a rencontré le président élu et a pris contact avec les ambassades accréditées à Banjul. Donc, ils ont une moisson qui leur permet de voir exactement ce qui est faisable tout en préservant la paix et la stabilité. Ils connaissent les prétentions de Jammeh, ils connaissent les droits, exigences du nouveau élu, et donc, moi, je m'attends à ce que, fort de tout cela, et de l'expérience que la CEDEAO et l'Afrique ont de conflits de ce genre, l'expérience avec Charles Taylor, on a vu comment ça s'est passé, l'expérience avec l'APE Peter Botha, on a vu comment ça s'est passé, et bien, fort de toutes ces expériences et de l'exigence de faire respecter le choix du peuple souverain de Gambie, je pense que là, avec la qualité d'homme d'État que je connais dans la sous-région, je suis convaincu
qu'ils trouveront les moyens pacifiques pour régler définitivement cette question. En conclusion, parce que vous parlez de préservation de la paix et de la stabilité, j'ai dit, vous parlez de préservation de la paix et de la stabilité. Est-ce que cela signifie que vous écartez... Très mal. Oui, on va corriger. Est-ce que cela signifie que vous ne vous attendez pas à une intervention militaire en Gambie? Oh, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, malgré la poussée des faucons, et surtout malgré la poussée de ceux qui tiennent à déstabiliser la sous-région pour des raisons économiques évidentes. Mais on vient de trouver du pétrole et du gaz au Sénégal et en Mauritanie. Attention, hein. Et les appétits sont là. Et si la sous-région est déstabilisée, quel gouvernement aura la capacité de négocier sérieusement et de défendre les intérêts de son peuple dans ces négociations? Donc, nous avons, nous au Sénégal, la question de la région casamançaise. Pourquoi jusqu'à présent, cette question n'a pas pu être réglée? Mais Ibrahim Hassen, au cas où Yahya Jammeh s'accrocherait au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous dites au cas où Yahya Jammeh s'accrocherait au pouvoir. Je ne crois pas à cette hypothèse. Je ne crois pas. Avec tout ce qu'il a montré comme attitude. Je vous dis fondamentalement, si Yahya Jammeh, c'est très bien que la CEDEAO, en décidant politiquement de lui infliger des sanctions économiques et politiques. Dans quel sens? Blocus économique, blocus de son espace aérien, maritime et terrestre. Yahya Jammeh ne pourra pas tenir plus d'un mois sans négocier sa sortie. Ça, j'en suis convaincu. Une sorte d'isolement, quoi. Oui, isolement total. Oui. Il aurait suffi, à ce moment-là, qu'il y ait un pays qui accepte de le prendre comme un asile politique, comme Charles Taylor, hein, comme on a bénéficié, que Yahya Jammeh s'en aille. C'est clair et net. Très bien. Mais ça, il faudrait que la CEDEAO use de tous ses moyens économiques et militaires, pas la guerre, parce que le blocus maritime et aérien, c'est des moyens de guerre. Oui. Le blocus terrestre, c'est des moyens de guerre. C'est une guerre économique totale. Très bien, merci. Donc, moi, je suis convaincu que mis dans ces conditions-là, si Yahya Jammeh trouve un pays d'accueil qui lui épargne d'être transféré à la CPI, je suis convaincu que Yahya Jammeh va accepter. Ibrahim Hassen, merci. Je rappelle que vous êtes membre du PIT. Merci également à Maître Amadou Alikan, avocat et membre de la RADO. C'est fini pour un point de vue. Un ciel ensoleillé. Là, nous sommes avec la météo. Un ciel ensoleillé, donc, à parsemer de nuages va prédominer sur le pays au cours des prochaines 72 heures. Une baisse générale des températures journalières sera notée sur l'ensemble du territoire. La fraîcheur nocturne et matinale sera de mise sur le pays. Fin de cette édition, rappel des titres. Antoine Diouf. Tout sauf une solution militaire en Gambie, c'est la position des étudiants de la Casamance. Ils ont peur que cela ait un impact négatif sur la partie sud du Sénégal. Ils ont lancé une alerte ce matin. Dans l'actualité religieuse, c'est le gamou de Medina Baye qui a commencé à traîner du monde à 48 heures de l'événement qui se déroule à Kaolack. En politique, Manko Watu Sénégal ne va plus marcher à Dakar le 21 décembre prochain. Cependant, le front de l'opposition va tenir une manifestation à Paris. Vente de fer et de béton, les tenants de Kenkayri prêts à se conformer à la directive de l'État. Le gouvernement a déclaré zéro tolérance contre ceux qui commercialiseraient des matériaux de construction de mauvaise qualité. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Ndiogoudien à 13h, Sornangonengom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.